en plus de la disponibilité. Deuxième élément, l'accessibilité. Elle est devenue exceptionnelle, je vous le disais, avec Google, Yahoo, très performant. Rapidité liée à l'augmentation constante des largeurs de bande pour le trafic Internet. Si on n'a pas la 4G aujourd'hui, mais on est vraiment, c'est pas possible. Quand tu n'as pas la 4G, comment c'est possible? Où va-t-on? On va aller jusqu'où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des autoroutes de plus en plus larges, de plus en plus, parce qu'on veut de plus en plus. Les programmes de compression de fichiers. Dans le temps, moi, quand je voulais envoyer mon PowerPoint à quelqu'un qui me disait ben, « envoie-moi ton PowerPoint », je ne savais pas le faire, je ne savais pas le mettre. Ben maintenant, vous utilisez un programme qui vous comprime le fichier, qui vous l'envoie, et tout ça se fait à une vitesse incroyable. La miniaturisation, la gratuité de la plupart des applications. Moi, comme ancien enseignant et chercheur, au fond, les paywalls, comme on dit, donc les murs de paiement, là, hein, qui vous obligent à payer pour avoir accès à un article, ben, sont de plus en plus levés par les grands éditeurs scientifiques. Vous avez accès aujourd'hui à Nature, à Science, gratuitement. Et c'est un confort extraordinaire, pouvoir utiliser tout ça pour préparer, par exemple, cette conférence. Et on comprend que cette petite machine que nous avons tous, le fameux smartphone, est devenue, et c'est Samsung avec Galaxy, je ne sais plus combien, S4, je ne sais pas combien, qui a lancé ce truc Life Companion, le compagnon de votre vie, au fond. Hein. J'ai regardé un peu sur Internet l'utilisation des smartphones. On ne trouve pas encore énormément de données, mais en moyenne, ça converge, en moyenne, un adulte, pas un adolescent qui est en cours, parce que ça c'est un peu difficile, mais, ou un adolescent qui est en vacances, toutes les 5 minutes, il consulte. Environ 220 fois par journée. Pas nécessaire, mais il regarde. Et que tous ceux qui ont été, et on est dedans, hein, moi aussi, tous ceux qui ont été interviewés disent ce que je fais. Quand je me lève, je regarde mon smartphone. Première chose à faire. C'est quand même incroyable. Et depuis que moi je suis connecté et je me rends compte, avec mon mail, cette foutue petite signal qui me distrait et me disperse chaque fois qu'un mail tombe dans ma boîte. Et je dois faire un effort. En neurophysiologie, je sais que si je dois faire un effort, c'est mon cortex préfrontal qui doit le faire, qui doit dire « cesse un peu d'être à ce point asservi à ces stimuli qui attirent ton attention et qui sont tellement plaisants, de prendre mon smartphone, de l'allumer, comme les gens qui jouent avec les cigarettes là, hein, avant de les fumer. Et puis cette belle petite machine, hein, parce que Apple fait des belles machines, il n'y a rien à faire. Hein, pas de publicité. Hein. Et puis vous regardez, et puis 2 minutes après, hop, ça revient. Ah, ben c'est peut-être important. Comme mon épouse me dit, mais enfin arrête. Je dis, ouais, mais c'est peut-être important. Rien d'important là-dedans. Mais, alors c'est quoi? Je dévie un peu de mon plan, mais ça ne fait rien. Mais c'est important. Peut-être, j'ai réfléchi à ça. Au fond, je me dis, c'est pas que je suis distrait. Parce que je pense qu'au fond, la distraction, et je le dis presque en neurophysiologiste, c'est extrêmement important. Et même pour les enfants. Il faut laisser des bulles de distraction aux enfants. Ils doivent entrer dans un monde qui est le monde du code des adultes, alors qu'ils sont dans le monde de l'enfance. Et la distraction, c'est quoi? Les neurophysiologistes parlent comme un mode par défaut de fonctionnement du cerveau. On a fait beaucoup de recherches aujourd'hui sur qu'est-ce que le cerveau devient quand on dit à un sujet « vous ne pensez à rien ». Ça n'existe pas. Alors on dit ben, « je ne peux pas penser ». Vous allez dire pourquoi est-ce que les neurophysiologistes s'occupent de ça? Ils n'ont rien que ça à faire. Si, c'est très important pour eux. Quand ils mettent un sujet dans l'imagerie cérébrale et qu'ils étudient les modules qui sont impliqués dans telle fonction cognitive, ils doivent pouvoir faire la différence entre un cerveau qui ne fait pas cette fonction cognitive et quelque chose qui est le test expérimental. Soit je fais lire, je fais calculer, je fais regarder des images. Donc j'ai des périodes de contrôle où on dit au sujet ne pensez à rien. Un sujet dit mais je ne peux pas penser à rien. Alors on dit quoi? Ben, laissez aller vos idées, ce qu'on appelle les pensées vagabondes. Et c'est extraordinaire parce que ces pensées vagabondes, elles
mobilise toute une série de structures corticales, néocorticales, extrêmement développées, qui sont parmi les plus développées chez l'humain, du cortex préfrontal, du cortex temporal, ça, ici probablement toute une série d'éléments du souvenir, etc. Donc la distraction, notre cerveau, au fond, il est toujours pris entre deux modes. Un mode par défaut, qui serait de dire « maintenant laissez-moi en paix », que cet environnement me laisse en paix, que, très bien, que je puisse voguer, je puisse penser à autre chose. Ça, c'est ce que j'appelle la distraction. Quand je venais donner cours ici, hein, je disais parfois, je venais à 8h30 du matin, parfois je me disais, je pars de chez moi, je suis arrivé ici, au fond, j'ai été presque tout le temps distrait. Parce que cette route, je l'ai faite et refaite. C'est-à-dire que tout ce qui était automatique, d'aller à Louvain-la-Neuve, tout ça, je le faisais automatiquement. Et pendant le trajet, je pensais. Mes pensées, c'est super dangereux, hein? Parce que je passais le carrefour Léonard en disant, mais au fond, j'ai dépassé des camions, j'ai fait quoi dans le carrefour Léonard? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Ça veut dire j'ai automatisé, j'ai fait du multitâche. Grande question. Est-ce que la plasticité du cerveau va être de favoriser du multitâche? Du multitâche, oui, si une des tâches est automatisée. Si deux tâches ont le même degré d'exigence cognitive, vous ne faites jamais du multitâche. Donc c'est un mythe de penser que l'ordinateur... Et là, ce sont des contraintes que nous avons. Nous n'avons que 2 bras et 10 doigts. On n'est pas une pieuvre. On voudrait parfois en avoir plus quand on doit monter un meuble Ikea. D'accord, hein? Ok. On voudrait avoir plus que deux mains. Plus que... Mais, et voilà, on n'a que 2 yeux, on en voudrait parfois un derrière, là, pour regarder ce qui se passe, etc., quand on est un peu parano et qu'on se croit suivi. D'accord? Mais on n'en a que 2, etc. Donc, il y a des contraintes. C'est pour ça que c'est aussi très important, ce que De Vauchel disait tout à l'heure, il y a la permanence de l'humain. Donc, s'il y a de la plasticité, il y a aussi de la stabilité. Il ne faut pas croire que tout est possible. Et que donc, les gens qui disent la culture va tout changer, non. On reste les 2 pieds dans de la nature et dans des déterminants qui donnent une enveloppe. Qu'est-ce que je vous racontais là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... 2 quoi? Ah oui, 2 modes. Un mode par défaut de dire laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Dans ce monde qui est l'élaboration, au fond, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, c'est les moments importants qu'on a quand on court en forêt, et qu'on médite. Qu'on médite, au fond, sur des choses importantes. Sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on a fait, sur où on en est dans... Parfois, hein, c'est ça. De grâce, laissons-nous ces bulles-là. Hein? Et puis, la sollicitation du monde. Ici et maintenant, il faut que je réponde, il faut que j'intervienne, que je perçoive, Voilà, ok. Ces 2 modes. Et ces 2 modes, au fond, ils sont, dans le cerveau, ils sont en compétition. Et on sait que quand le mode des pensées vagabondes l'emporte, il inhibe les autres structures. Il y a donc des structures. Et donc, moi, je suis pour la distraction. Pour la distraction. Mais ce qui est dangereux, me semble-t-il, c'est la dispersion. C'est-à-dire que quand je vois mes petits-enfants qui viennent faire leurs devoirs chez moi et qu'ils ont leur smartphone à côté d'eux, c'est pas à un moment donné dans le devoir, on en a marre et on voudrait se distraire. Ok, il faut, arrêtons. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dispersés. C'est-à-dire tout le temps capturés, captivés par « Ah, mais j'ai un copain ou une copine qui vient de m'envoyer sur mon Facebook, etc. Je dois lui répondre et puis je dois être en contact parce que je dois faire comme ça avec le devoir qu'on est occupé à faire et mes potes, etc. etc. » Et ok, tout le temps dispersé, tout le temps. Et donc cette dispersion me semble extrêmement préjudiciable pour probablement un fonctionnement relativement correct du cerveau. Notre recteur, Vincent Blondel, vient de publier cette année-ci, ça vient de sortir dans un journal de mathématiques appliquées. Ils ont fait assez large étude sur le comportement, sur des big data, comme on dit, sur des énormes banques de données, le comportement des gens
qui utilisent des portables. Et je lis simplement le résumé, une petite phrase, il dit « Aujourd'hui, 96% de la population mondiale, soit 6,8 milliards d'individus, possèdent ce type d'appareil, pas des smartphones, mais des portables, contre 12% seulement en 2000. Sur 15 ans, on passe de 12% de la population à 96% de la population. Imaginez-vous, ça veut dire 6 milliards vont être connectés de plus en plus tôt et vont être exposés de plus en plus tôt à des modes de relation. Et ces outils-là, on le sait, ils modifient notre fonctionnement.